Une erreur de calcul si monumentale que les livres d'histoire la retiendront comme le moment précis où les États-Unis ont perdu le contrôle de leur allié le plus fidèle dans l'arrière-cour latino-américaine. Pendant des décennies, Washington avait une règle d'or en Amérique du Sud. Peu importe ce qui se passe dans le reste du continent, la Colombie est à nous. La Colombie était l'Israël des Andes, le porte-avions terrestre du Pentagone, le partenaire qui ne disait jamais non. Ils ont investi des milliards de dollars dans le plan Colombie. Ils ont formé ses généraux, fumigé ses jungles et construit des bases militaires avec la certitude arrogante que cette loyauté serait éternelle. Mes amis, cette certitude s'est évaporée. Ce que nous voyons aujourd'hui entre l'administration Biden et le gouvernement de Gustavo Petro n'est pas simplement une dispute diplomatique, c'est l'effondrement de l'hégémonie américaine dans les Caraïbes. Washington a commis l'erreur fatale de croire que la Colombie resterait un vassal obéissant dans un monde qui a déjà changé. Ils ont cru qu'ils pouvaient continuer à donner des ordres depuis l'ambassade de Bogota et ils se sont retrouvés face à une surprise désagréable. La Colombie a découvert qu'elle possède un pouvoir de négociation. L'analyse d'aujourd'hui s'intitule « L'erreur de calcul impérial. Comment les États-Unis ont donné l'avantage à Petro ». Et la thèse est simple mais explosive. En échouant dans leur guerre contre la drogue et en isolant stupidement le Venezuela, les États-Unis se sont retrouvés sans outils de pression réelle. Petro le sait et utilise cette faiblesse pour renégocier la souveraineté de la Colombie selon de nouvelles règles. Analysons le premier pilier de cet échec, la guerre contre la drogue. Pendant 20 ans, les États-Unis ont imposé une recette de sang et de glyphosate. Fumigez les paysans, militarisez la police, et nous vous donnons de l'argent et des visas. Quel a été le résultat matériel de cet investissement de plusieurs milliards? Aujourd'hui, la Colombie produit plus de cocaïne que jamais. Le modèle de prohibition a empiriquement échoué, et c'est ici que Petro possède l'avantage moral et statistique. Quand Washington essaie de réprimander Bogota pour les cultures illicites, Petro peut les regarder dans les yeux et dire « Votre stratégie ne fonctionne pas. Vous fournissez les armes et la demande. Nous fournissons les morts. C'est terminé. Soit nous changeons l'approche vers l'investissement social et la santé publique, soit vous continuez à mener votre guerre seul. C'est un échec et mat rhétorique. Les États-Unis ne peuvent pas défendre les résultats de leur propre politique. Mais l'erreur la plus grave, celle qui a vraiment donné à la Colombie la clé maîtresse de la géopolitique régionale, a été la politique envers le Venezuela. En tentant de renverser Nicolás Maduro en utilisant la Colombie comme plateforme d'attaque, les États-Unis ont détruit l'économie de la frontière colombo-vénézuélienne. Ils ont fermé le commerce, fait faillite des entreprises colombiennes et créé une crise migratoire que Bogota a dû payer. Quand Petro a rétabli les relations avec le Venezuela, il ne l'a pas fait seulement par idéologie, il l'a fait par survie économique nationale. Et ce faisant, il est devenu le seul intermédiaire indispensable. Aujourd'hui, si la Maison-Blanche veut parler à Caracas pour sécuriser du pétrole parce qu'ils en ont désespérément besoin, ils doivent passer par le téléphone de Gustavo Petro. Petro est devenu le courtier de la stabilité énergétique de la région. Les États-Unis, dans leur obsession du changement de régime, se sont isolés eux-mêmes et ont transformé la Colombie en pont diplomatique que Washington ne peut pas brûler sans se tirer une balle dans le pied. Et n'oublions pas le facteur qui terrifie vraiment le commandement sud, la Chine. Pendant des années, les États-Unis ont tenu pour acquis que la Colombie ne regarderait jamais vers l'Asie. Mais pendant que Washington offrait de vieux hélicoptères et des exigences d'extradition, la Chine est arrivée avec une offre différente, l'infrastructure. Le métro de Bogota, le plus grand projet d'ingénierie de l'histoire du pays, n'est pas construit par des entreprises américaines. Il est construit par un consortium chinois. C'est un signal d'alarme de 5e degré. Cela signifie que les États-Unis ont perdu le monopole des grands contrats chez leur allié le plus proche. Petro joue sur 3 tableaux. Il dit à Washington,
si vous ne me donnez pas ce dont j'ai besoin en termes de transition énergétique et de paix, j'ai Pékin sur l'autre ligne qui attend pour construire mes trains et mes réseaux 5G. C'est la diplomatie de la compétition entre grandes puissances et la Colombie la joue avec une maîtrise que personne au département d'État n'a anticipée. Pour la France, cette histoire résonne d'une manière particulièrement instructive. La France, avec sa propre tradition gaulliste d'autonomie stratégique, comprend mieux que quiconque l'importance de maintenir une indépendance face aux pressions américaines. De Gaulle n'a-t-il pas retiré la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, précisément pour préserver la souveraineté française? Ce que Petro fait en Colombie rappelle cette audace gaulliste. Refuser d'être un vassal, négocier d'égal à égal, diversifier les partenaires. Mais contrairement à la France qui avait l'arme nucléaire et une économie industrielle forte, la Colombie doit jouer avec des cartes différentes. La géographie, les ressources naturelles et la position stratégique dans un monde multipolaire émergent. Approfondissons l'architecture financière de cette rébellion, car ce que Gustavo Petro propose dans les forums internationaux n'est pas simplement une plainte diplomatique, c'est une réingénierie totale de la dette souveraine qui frappe au cœur du système financier contrôlé par le FMI et le Trésor américain. Petro a mis sur la table la carte la plus précieuse que possède le Sud global au XXIe siècle, la biosphère. Pendant des décennies, la relation était de soumission. La Colombie empruntait de l'argent à Wall Street avec des taux usuraires et pour les rembourser, elle devait permettre l'extraction brutale de ses ressources naturelles. C'était un cycle d'appauvrissement conçu. Mais maintenant, la Colombie a inversé l'équation avec la proposition d'échange de dettes contre action climatique. La logique est matérialiste et impeccable. Vous, le Nord global, émettez le carbone qui tue la planète. Nous, dans le Sud, avons l'Amazonie, l'éponge qui absorbe ce poison. Si vous voulez continuer à respirer, si vous voulez éviter le cataclysme climatique, vous devez payer pour le service environnemental que nous vous fournissons. Ce n'est pas de la charité, c'est le paiement d'un loyer pour l'utilisation de notre atmosphère. En proposant cela, Petro transforme la forêt amazonienne en actif financier souverain. Il dit aux États-Unis et à l'Europe que la dette extérieure de la Colombie doit être effacée non par bonté, mais comme compensation pour maintenir la planète habitable. Cela terrifie les banquiers de New York, car si cette idée triomphe, si le Sud global commence à se faire payer pour sa nature au lieu de la donner, le mécanisme de transfert de richesse qui a soutenu l'Empire pendant un siècle se rompt. Pour la France, cette proposition devrait être particulièrement pertinente. La France accueille régulièrement des sommets climatiques, signe des accords de Paris, parle de transition verte. Mais quand un pays du Sud comme la Colombie dit « d'accord, parlons sérieusement de qui paie pour la transition », soudain le Nord devient nerveux. La France peut-elle soutenir l'idée que les pays qui possèdent les poumons de la planète méritent une compensation financière, ou la France, malgré sa rhétorique progressiste, défendra-t-elle les intérêts du capital financier occidental? Observez la contradiction énergétique qui expose l'hypocrisie de Washington. Pendant que la Maison-Blanche fait des discours sur les énergies vertes, la réalité matérielle est que les raffineries de la côte du Golfe des États-Unis, au Texas et en Louisiane sont conçues pour traiter du brut lourd. Historiquement, ce brut venait du Venezuela. Quand ils ont bloqué le Venezuela, ils ont commencé à dépendre du brut colombien. Petro, avec une astuce géopolitique remarquable, a menacé d'arrêter l'exploration de nouveaux pétroles et gaz. Pour les faucons à Washington, c'est un cauchemar de sécurité nationale. Si la Colombie ferme le robinet au même moment où le Venezuela reste sanctionné et que le Moyen-Orient est en flammes, les prix de l'essence aux États-Unis explosent. La Colombie est passée d'un fournisseur garanti et bon marché à un fournisseur qui impose des conditions.
Petro utilise l'anxiété énergétique des États-Unis comme levier pour exiger des changements dans la politique antidrogue et dans le financement climatique. Il leur dit « Vous voulez mon pétrole? Alors respectez ma transition et ma souveraineté. » Mais la menace la plus visible, celle qui fait que le commandement Sud rédige des rapports de panique, est le changement dans l'infrastructure physique du pays. Pendant le plan Colombie, les États-Unis ont construit des bases militaires et des radars. C'était leur aide. Qu'est-ce que la Chine construit? La Chine construit le métro de Bogota, le contrat d'infrastructure le plus important de l'histoire de la Colombie. La ligne vitale de sa capitale est entre les mains d'un consortium chinois dirigé par China Harbor Engineering Company. Ce n'est pas seulement du ciment et de l'acier, c'est de l'influence politique à long terme. Pendant que les États-Unis offrent des armes pour une guerre ratée, la Chine offre la modernisation urbaine. Et ce n'est pas seulement le métro, ce sont les mines d'or à Buritica, ce sont les projets de trains de banlieue, c'est la technologie 5G. La Colombie s'intègre silencieusement dans la route de la soie. Petro démontre qu'il n'a pas besoin de l'approbation de Washington pour développer son pays. Pour la France et les entreprises françaises, cette compétition devrait être un signal d'alarme. Alstom, autrefois champion européen du ferroviaire, a perdu des marchés en Amérique latine face aux Chinois. Pourquoi? Non pas parce que la qualité chinoise est supérieure, mais parce que la Chine offre des packages complets. Financement, construction, transfert de technologie. Les Européens, conditionnés par des décennies de logique néolibérale, offrent seulement des contrats fractionnés avec des conditions du FMI attachées. Si la France veut maintenir une influence en Amérique latine, elle doit apprendre de l'approche chinoise. Offrir du développement, pas de la prédication. Offrir de l'infrastructure, pas des sermons sur la démocratie, tout en vendant des armes aux dictatures du Golfe. La Colombie de Petro montre que les pays du Sud choisissent désormais leurs partenaires en fonction de qui apporte du développement tangible, pas de qui a la meilleure rhétorique. Si la Banque mondiale impose des obstacles, la nouvelle banque de développement des BRICS est prête à financer. En diversifiant ses créanciers et ses partenaires technologiques, la Colombie se découple du contrôle exclusif des États-Unis. Elle n'est plus un satellite en orbite autour de Washington. C'est une planète avec sa propre gravité qui attire des investissements de multiples soleils. Parlons maintenant du bouchon du Darien et de la migration comme arme de dissuasion. La crise migratoire est le talon d'Achille électoral aux États-Unis. Des millions de personnes tentent de traverser vers le nord et la seule barrière physique réelle avant d'atteindre l'Amérique centrale est la jungle du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Les États-Unis ont désespérément besoin que la Colombie agisse comme police frontalière, qu'elle arrête le flux, qu'elle déporte, qu'elle contienne. Petro le sait et sait que cette coopération a un prix. Si les États-Unis tentent de déstabiliser son gouvernement ou imposent des sanctions injustes, la Colombie peut simplement regarder ailleurs au Darien. Elle peut cesser d'être le mur de contention de l'Empire. La capacité de la Colombie à ouvrir ou fermer la valve migratoire lui donne un pouvoir de veto sur la politique intérieure américaine qu'aucun missile ne pourrait obtenir. Nous sommes face à un réalignement total. L'ancien pacte colonial est mort. La Colombie ne demande plus la permission, elle négocie. Et elle le fait en sachant que dans un monde multipolaire et en crise, sa position géographique et ses ressources valent plus que n'importe quelle menace que Washington peut lancer. Parlons de la peur. Pendant des décennies, Washington a promu l'isolement du Venezuela dans l'espoir que le régime de Maduro s'effondre. Ils ont utilisé la Colombie comme marteau pour frapper ce clou, mais le marteau s'est cassé. L'économie frontalière de Cúcuta a été détruite. L'insécurité a explosé et le flux migratoire a débordé la capacité colombienne. L'erreur stratégique des États-Unis a été de supposer que la Colombie accepterait de sacrifier son propre bien-être indéfiniment pour servir les intérêts de changement de régime de la Maison-Blanche.
Petro a rompu ce script. En rétablissant les relations diplomatiques et commerciales avec le Venezuela, il n'a pas seulement réactivé une industrie qui génère des milliards de dollars pour les entrepreneurs colombiens, il a désactivé la bombe à retardement à la frontière. Et voici le coup de maître. Les États-Unis, piégés dans leur propre rhétorique de sanctions, ont maintenant besoin du Venezuela. Ils ont besoin de son pétrole et ils ont besoin qu'il accepte les vols de déportation. Mais ils ne peuvent pas parler directement sans paraître faibles. À qui recourent-ils? À Petro. La Colombie est devenue le canal diplomatique indispensable. Petro transmet les messages de Biden à Maduro et vice-versa. Cela donne à la Colombie un pouvoir de veto doux. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de se mettre à dos le messager qui maintient ouverte la seule ligne de communication fonctionnelle dans une région volatile. Ils ont dû ravaler leur fierté et accepter que la stratégie de pression maximale a échoué et que le chemin vers Caracas passe par Bogota. Analysons maintenant le dilemme du charbon. Dans les forums climatiques, les États-Unis et l'Europe poussent les pays du Sud à arrêter de produire des combustibles fossiles. Mais quand la guerre en Ukraine a éclaté et que l'Europe s'est retrouvée sans gaz russe, qui ont-ils appelé désespérément? Ils ont appelé la Colombie pour demander du charbon. Soudainement, le sale charbon colombien est devenu le salut énergétique de l'Allemagne et d'autres alliés de l'OTAN. Petro a profité de cette contradiction pour exposer l'hypocrisie du Nord. Il leur a dit « Vous me demandez d'arrêter d'explorer du pétrole pour le changement climatique, mais quand vous avez froid, vous exigez que j'augmente la production de charbon. » Cette dynamique a donné du pouvoir à la Colombie pour exiger un traitement équitable. Si vous voulez notre énergie en temps de crise, vous devez financer notre transition énergétique en temps de paix. Plus de sermons, seulement des transactions justes. La Colombie utilise la volatilité du marché énergétique mondial pour cesser d'être un preneur de prix et devenir un négociateur de conditions. Les États-Unis, qui dictaient autrefois la politique énergétique de l'hémisphère, doivent maintenant concurrencer l'Europe et la Chine pour les ressources colombiennes. Et dans cette compétition, le vendeur, la Colombie, a l'avantage. La leçon pour la France est claire. Dans un monde multipolaire, le Sud global ne prend plus d'ordre, il négocie. Et ceux qui offrent le meilleur deal gagnent l'influence.